Entreprises et leaders se trouvent confrontés à de multiples défis dans un monde en quête de durabilité et marqué par les nouvelles technologies. Quelle place pour l'humain ? Comment créer l'engagement des collaborateurs dans des structures en mouvement ? Et quel est l'impact de la culture sur la performance des entreprises ? Découvrons ensemble comment des entreprises innovantes portent ces visions et parviennent à générer de la valeur. Bienvenue dans l'Expérience Inédite, un podcast créé par OnePoint qui vous partage des expériences collaborateurs impactantes et réussies. Bonjour, bienvenue dans le podcast Expérience Inédite par OnePoint. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Villa, qui est Global Head of Learning chez Edenred. Merci Elisabeth d'être avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous parles de la culture et justement comment elle a influencé ton parcours. Merci Amandine de m'inviter à ce podcast. Et je pense que la culture pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Et comme tu sais, moi je suis mexicaine. Ça fait 12 ans que je suis ici en France. Mais mon parcours culturel a commencé tôt dans ma vie parce que j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Et c'est là que j'ai découvert vraiment les melting pot de la vie et le monde. Et après cette expérience aux États-Unis, quand je suis rentrée au Mexique, je me suis dit que j'aimerais tester quelque chose de différent. Et j'ai commencé à travailler dans des entreprises françaises et c'est comme ça que j'ai découvert la France et c'est pour ça que la culture c'est un sujet qui est aussi marquant dans ma vie perso et professionnelle. Et justement, quel lien tu fais entre tes valeurs personnelles et professionnelles, et notamment chez Edenred ? Donc aussi une question énorme qu'on pouvait explorer pendant des jours et des jours, mais pour moi, les valeurs personnelles et que c'est assez aligné avec les valeurs Edenred, on a plusieurs valeurs, mais il y a un et deux qui me marquent beaucoup. C'est la partie entrepreneuriale. Pour moi, l'entrepreneurship, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup ma vie par rapport à les décisions que j'ai prises assez tôt dans ma vie et prendre la responsabilité. Et c'est le mot en anglais que c'est très difficile à traduire en d'autres langues, mais c'est l'accountability. L'accountability de ma vie et l'accountability de ma vie professionnelle aussi, de mon parcours professionnel. Donc, entrepreneurial, ça c'est les premières valeurs. Et la deuxième valeur qui est très proche à moi, c'est le respect. Le respect, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont là. Pour moi, la transparence, la honnêteté, la partie vulnérabilité, être soi-même, c'est des choses que je trouve dans ce mot respect. Et bien sûr, on a la simplicité chez Edenred. Et je pense que des fois, la simplicité, c'est une valeur que je dois travailler parce que j'aime bien, des fois, me complexifier les choix de vie que j'ai fait. Mais à la fin, j'ai commencé à apprendre à faire la vie un petit peu plus simple. Et du coup, chez Edenred, tu travailles aussi sur le learning. Et justement, comment, à travers le learning, tu peux aussi faire valoir la culture et les valeurs au sein de l'entreprise ? Ouais, le learning. C'est drôle parce que pour moi, le learning, c'est tout. Le learning, pour moi, c'est traduit dans ma vie personnelle, ça s'est traduit dans ma vie professionnelle. C'est, même, je respire les learning à chaque fois, même au métro, quand je suis dans la vie, quand je suis à la boulangerie, je suis tout le temps en train d'apprendre des choses. Et ça peut être des choses super basiques. Donc, un exemple que je peux te donner, c'est pour savoir comment commander une ou un baguette. Donc, comment j'ai fait ça à la boulangerie. Mais ça devient de ça, mais ça devient aussi dans une posture, de comment je vais me positionner dans la boulangerie pour prendre la baguette. Donc, ça fait partie aussi de mon jour à jour. Je respire tout le temps ça. Je respire et dans des conversations avec mes amis, comment l'apprentissage et qu'est-ce qu'on peut arriver à récupérer de chaque expérience, de chaque relation, de chaque engagement qu'on a avec nos amis, avec nos collaborateurs. Et toujours, et j'ai fait toujours la blague parce que je pense que j'aimerais trop devenir prof ou j'ai ça dans mon esprit. Et c'est intéressant et une petite blague, c'est que j'ai été née le 15 mai et au Mexique, on a un jour pour fêter tous les professeurs et c'est le 15 mai. Et j'étais née ce jour-là. Donc c'est assez intéressant que depuis le début, je pense que c'était clair qu'est-ce que c'était mon avenir ou mon destin. Et donc, j'ai dit toujours avec mon équipe, et OK, et en mode professeur,
on prend un crayon et on déchiffre et on va écrire toutes les petites actions, les comportements, les situations qu'on vit tous les jours pour apprendre de cette situation. Donc, je peux pas avoir la vie d'une façon différente si c'est pas par les biais de l'apprentissage. Génial. Et chez Edenred, comment tu utilises justement l'apprentissage ou le learning pour les collaborateurs pour qu'ils s'imprègnent de la culture également? Oui, plus concrètement, et dans mon métier, et j'ai la fortune d'avoir développé une des choses qui sont les plus marquantes dans ma vie professionnelle, que c'est le Dream Team Bootcamp. Et depuis que je suis chez Edenred, même avant, pendant mes entretiens que j'ai fait avec Edenred, c'était très clair la vision qu'ils avaient par rapport à la formation. Et quand je suis arrivée, c'était à moi de jouer les jeux et donner toute cette valeur ajoutée que j'avais par rapport à la culture, par rapport à ma vision, par rapport à tous les bons apprentissages que j'avais eu pendant à peu près 15 ans d'expérience pour le mettre en place et en musique pour créer les Dream Team Bootcamp. Et les Dream Team Bootcamp, c'est un projet qui était spécifiquement un programme de formation managériale qui a commencé en 2024 et pour former à 400 top leaders à niveau global. Et qu'aujourd'hui, après et à travers les temps, il s'est traduit aussi à la formation des middle managers dans les mêmes outils, dans la même façon à vivre un learning experience. Et pour moi, c'est défini avec une vision très claire de learning. Pour moi, la vision learning que j'ai, c'est créer des contenus qui est en haute qualité, qui permet à les gens de prendre la main sur leur carrière professionnelle. Donc, ils vont avoir une boîte à outils qui peut leur permettre à se développer eux-mêmes sans besoin d'avoir un RH ou sans besoin d'avoir des personnes qui sont derrière eux. Ils peuvent mettre ça en place avec eux-mêmes. Et la troisième partie de ma learning vision, c'est aussi à quel niveau. Niveau global, tout le monde, et aussi avec les pays en local. Donc, cette côté top-down et bottom-up pour pouvoir travailler ensemble avec les pays et leur vision et qu'on puisse tous profiter de ces bels outils de formation pour les managers. Ce que j'entends du coup aussi, c'est qu'à travers, par exemple, cette expérience que tu as créée apprenante, c'est que tu as réussi aussi à faire en sorte que, au niveau du groupe, mais aussi au niveau de l'appropriation locale de chaque pays, il puisse y avoir justement cette culture qui se transmette et en même temps que chacun individuellement, les managers puissent eux-mêmes, répandre justement cette culture à leur manière avec une boîte à outils, mais en se l'appropriant. Donc c'est cette idée un peu de cascade entre ce que nous on imagine une culture, ce qu'on peut du coup formaliser pour transmettre lors d'une expérience, mais qui se vit, de ce que j'entends, ouais. Et puis aussi faire en sorte que ça cascade et entre le groupe, le global et le local, les pays, mais aussi entre peut-être l'équipe projet qui a construit ce programme ou écrit de manière un peu plus concrète, mais aussi chaque manager qui va pouvoir s'en emparer et lui-même la transmettre. Donc il y a aussi cette idée, j'ai l'impression, derrière la culture, d'expérience, mais aussi d'appropriation en cascade, très forte. Je sais que quand on a parlé tout à l'heure, tu m'as aussi dit, effectivement, le learning, c'est la vie, et là, on l'entend bien, mais tu m'as aussi dit que, justement, cette culture, pour toi, et comme le learning, c'était un savant mélange entre savoir-être et savoir-faire. Et que dans le cascading, justement, dans cet état d'esprit, c'était très important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, pour les savoir-être et les savoir-faire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent ensemble. Mais je pense toujours à cette expression en anglais que je ne sais pas comment la traduire, que c'est les catch-22. Tu connais? Donc, si. Mais explique ton idée déjà derrière. Oui. Donc, les catch-22, c'est les situations où c'est le début mais la fin et tu peux pas t'en sortir. Et je pense que dans le learning, on est beaucoup sur ça. En même temps qu'on est en train d'apprendre, on essaie aussi de comment apprendre les autres personnes. En même temps que je suis en train de développer mes compétences de communication et la posture de communication que je vais prendre ou la façon à manager ou la façon à implémenter des choses. Je suis en train d'apprendre ça, mais je suis aussi en train d'apprendre aux autres à faire ça. Et je pense que ça devient aussi par rapport à l'introspection. Et je pense que le management, c'est une introspection, c'est plus un travail d'introspection. C'est un travail de se connaître tes forces, de connaître aussi tes faiblesses et utiliser tous ces éléments
pour pouvoir donner les meilleurs à tes équipes, à les équipes avec lesquelles tu travailles, que ça soit comme individual contributor, mais aussi comme manager, et aussi la partie de comment transmettre ça à d'autres personnes pour pouvoir partager cette connaissance, donner des tips, des advices, de guider les gens, de pouvoir les mentorer par rapport à comment on aimerait créer cette culture de management. Et surtout dans ce projet de Dream Team Bootcamp, c'était assez clair. Oui, et j'entends, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure quand on discutait, on parlait aussi du fait que quand on apprend un métier, c'est quelque chose, mais ce qu'on apprend chez Edenred qui est commun, c'est pas uniquement le métier, parce que par exemple, si on parle d'IA, tout le monde peut faire de l'IA, mais la question c'est comment on le fait chez Edenred, et c'est aussi cette manière de faire, ce qui fait que quand on transmet, et c'est aussi ce qui explique la culture, c'est la manière de faire plus que parfois le qu'est-ce qu'on transmet. Et pourquoi je voulais pas traduire tout à l'heure tout de suite l'expression, c'est parce qu'il y en a plusieurs en France qui peuvent traduire cette expression. On peut parler de cercle vertueux. Oui. Un peu, voilà, ça c'est la manière, on va dire, sympathique de le dire. On pourrait parler de serpent qui se mord la queue pour savoir comment, voilà. Et sinon, moi j'aime bien une autre manière, c'est qui de la poule ou l'œuf est en premier. Est-ce que c'est la personne qui transmet ou celui qui reçoit parce que lui-même retransmet? Et donc j'aime bien cette idée aussi de savoir, en fait, au final, on sait pas qui était en premier. Parce qu'en fait, dans celui qui transmet comme celui qui reçoit, ben en fait, ils peuvent jouer les deux rôles dans cette même relation de cercle vertueux. Et c'est la même chose, je trouve, entre les hard skills et les soft skills. Qu'est-ce qui sert le savoir-être ou le savoir-faire? Est-ce que c'est parce que tu as le bon savoir-être qu'on peut écouter et comprendre ton savoir-faire? Ou est-ce que c'est parce que tu as le savoir-faire que tu es capable après derrière d'avoir le bon savoir-faire aussi parce que tu as bien compris ce qu'on était, donc c'est plus facile aussi de le transmettre. Donc je trouve que c'était aussi cette idée de ce que j'entendais tout à l'heure. Et pour moi, toutes ces cercles vertueux, c'est intéressant parce que je pense que c'est nous-mêmes qui les créons. Et des fois, je me rends compte qu'il y a des situations où si on le voit de façon négative à la française, qu'on n'est pas dans un cercle vertueux, les gens, c'est difficile de pouvoir s'en sortir de ces cercles, comment t'as dit, des cercles vertueux. Mais les négatifs, on va dire. C'est le serpent qui se mord la queue, ou on peut parler de cercle vicieux aussi. Oui, exactement. Et ça, c'est super difficile de s'en sortir de ça. Mais pour moi, c'est qu'on parle toujours, c'est cette kryptonite. Tu te rappelles que c'est notre kryptonite pour trouver notre faiblesse qui vont nous aider à pouvoir, comme à Superman, à pouvoir développer nos super pouvoirs, mais c'est aussi la kryptonite qui fait que tu peux te perdre. Et c'est comment savoir l'utiliser et comment savoir avouer devant ton équipe, devant tes équipes de travail, avec tes collègues, de dire, OK, je connais ma kryptonite, je sais qu'elle est là, mais j'ai fait tout ça parce que c'est elle aussi qui m'a aidé à développer tous ces super pouvoirs ou mes talents ou les compétences en termes RH et concrètes de la vie des ressources humaines, mes compétences, comment je les développer à partir de trouver cette faiblesse. Et j'aime beaucoup cette analogie de la kryptonite parce que Superman, il était créé avec ça, mais aussi c'est ça qui peut. C'est génial aussi et de faire comprendre que du coup, dans cette idée-là de la kryptonite, c'est aussi les autres qui peuvent aider à s'assurer que t'en fais un super pouvoir et pas que ça te joue des tours. Et donc il y a aussi cette idée aussi beaucoup, on en parlait tout à l'heure, d'apprentissage social où je trouve que c'est intéressant de se demander à quel point justement dans cette culture, c'est aussi le collectif qui l'a fait, c'est ce qu'on disait, mais c'est aussi ce jeu justement cette ligne de crête entre justement comment on peut faire que ce super pouvoir soit un vrai super pouvoir. Et donc c'est aussi reconnaître sa vulnérabilité, et on parlait aussi beaucoup de management de la vulnérabilité, et c'est aussi une des valeurs et en tout cas une des cultures que vous transmettez. Et moi j'aimerais aller plus loin puisque tu parlais de cercle vertueux tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que justement il y a un vrai ROI, il y a un vrai retour sur investissement à aller passer du temps et de l'énergie dans le développement d'une culture, en utilisant par exemple des expériences apprenantes notamment. Et je sais qu'en période de crise on fait d'autant plus attention aussi à où est-ce qu'on met son budget, son temps, son énergie, où est-ce qu'on occupe le temps de ses collaborateurs. Toi, quel est l'intérêt que tu vois justement à aller mettre, je dirais, un focus sur la culture et le learning en ce moment pour sortir de la crise justement, ou en tout cas pour passer la vague avec brio? Waouh, c'est une question assez compliquée. Je pense qu'avec les années d'expérience que j'ai vu plusieurs choses et j'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs et différentes industries aussi, des différents métiers et des entreprises. Et pour moi, la
les choses que j'ai vues qui sont assez impressionnantes, c'est quand tu investis dans les collaborateurs et quand tu investis dans les développements, il y a cette compétence qui se développe qui s'appelle la Learning Agility. Et j'aime beaucoup parler de la Learning Agility parce que c'est la Learning Agility qui fait que tu puisses te développer assez rapide, facilement, et que tu puisses te focaliser sur toutes ces forces. Et pour moi, je suis en train de réfléchir à plusieurs choses que j'aime beaucoup aussi, comme j'apprends beaucoup et tout le temps. Cette semaine, j'ai écouté un autre podcast en espagnol d'une personne qui disait que les gens qui sont brillantes, c'est les gens qui sont capables de pouvoir faire face à des situations difficiles avec une vitesse que d'autres personnes pourraient pas. Et je pense que cette traduction avec cette phrase, je vois la vulnérabilité, je vois la learning agility. Si tu peux faire face à des situations avec une vitesse qui est assez surprenante, c'est ça que tu as la learning agility, que tu peux mettre en place rapidement des choses. Et pour moi, les choses que j'ai vues les plus impactantes, c'est la partie c'est cliché, mais c'est la performance. Et c'est l'impact avec les chiffres d'affaires, c'est l'impact aussi avec l'engagement que les gens ils sont dans l'entreprise et qu'ils vont aller jusqu'au bout avec l'entreprise pour pouvoir arriver à s'améliorer, à grandir, à avoir plus de chiffres d'affaires, avoir cette high-performing team. Et pour moi, c'est cliché, mais j'ai déjà vu ça dans d'autres entreprises et c'est assez impressionnant. Quand on fait cet investissement avec les gens, c'est aussi comment il y a l'impact pour les chiffres d'affaires, comment tes clients, ils vont avoir cet impact, ils vont recevoir aussi cette façon à faire et cette envie et la learning agility et même la vulnérabilité dans des situations d'incertitude. Et une chose que je dis toujours, c'est être humaine. Comment on accepte un être humain, c'est aussi accepter ça. Et c'est pas venir à la vie professionnelle avec un sourire tout le temps et que tout va bien. C'est aussi accepter que ça va pas, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que ça va mieux. Un peu, ce que j'entends aussi entre les lignes, j'ai l'impression, c'est qu'en gros, on a un risque de surtout pas investir sur le fait d'être capable d'apprendre, d'être capable d'être agile, d'être capable de se surpasser, d'accepter aussi qu'on peut se tromper, parce que face à l'incertitude, parfois on va pas forcément faire le bon choix, mais c'est comment on se relève plus vite, et c'est ça qui permet, et donc le risque serait plutôt de pas les encourager à être dans cette culture d'apprentissage, de dépassement de soi, pour dépasser la crise ensemble. Donc c'est presque plus un risque de pas le faire. Oui, tout à fait. Que de se demander qu'est-ce qu'on gagne à le faire. Et tu sais, il y a une autre chose, et sur l'inconscient collectif de toutes mes collègues et confrères et consoeurs qui sont dans le learning, parce que je pense qu'il y a pas mal dans la vie, et qu'on a appris beaucoup à la résilience. Et la résilience, ça veut dire comment on fait des choses avec pas beaucoup de budget pour réussir à faire cette expérience. Donc, je pense qu'on a commencé à se professionnaliser, à faire plus avec moins de moyens. C'est pas toujours cool, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Je suis sûre qu'on connaît la résilience, on sait faire mieux avec des petits budgets, on sait mieux étirer notre réseau pour trouver les bonnes personnes qui vont nous aider à implémenter des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, le learning, c'est assez rentable parce que on peut voir que les gens avec des investissements qui sont, on va dire, conservateurs, on peut arriver à faire énormément de choses. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup de mon métier, même si des fois c'est difficile, mais avoir cette compétence et professionnaliser ma résilience pour être capable à faire face à des moments d'incertitude. Et tu me disais d'ailleurs que la résilience chez Edenred, elle passait aussi beaucoup par du social learning, par le fait justement de le développer les uns au contact des autres sur des projets avec des contraintes en gros créatives, comme tu disais, par exemple un budget conservateur, en tout cas donc plus limité. Et donc c'était aussi ça en fait qui permettait de se réinventer et de regarder les choses différemment et en puisant aussi la ressource en fait sur les richesses internes des collaborateurs ou en tout cas en allant chercher où il fallait de temps en temps des investissements, mais en tout cas en se demandant comment on pouvait aussi réinventer la roue avec ce qu'on avait déjà à proximité.
Et à proximité, c'est pas forcément des outils de l'entreprise. Aujourd'hui, et c'est une vision que j'ai assez forte, qu'on est au milieu de la révolution de la connaissance. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a accès à énormément de connaissances par rapport à les outils qu'on a, comme YouTube, Facebook. On a beaucoup d'outils dans les marchés des réseaux sociaux. On a beaucoup d'éléments dans nos téléphones qui nous donnent accès à une connaissance qui est énorme. Et avec cette révolution de la connaissance, il faut aussi, et c'est mon avis, développer beaucoup plus cette logique de l'être humain qui est basée avec des valeurs qui sont fortes pour pouvoir savoir bien différencier la qualité des contenus face à des qualités de contenus qui c'est pas très bien. Et je pense que c'est encore ce milieu de la révolution de la connaissance, comme ça s'est passé dans la révolution industrielle. OK, comment on va faire avec toutes ces machines qui sont arrivées et comment on va se développer? Et pour moi, c'est la même chose aujourd'hui. Avec la révolution de la connaissance, qu'est-ce qu'on va faire de mieux avec toutes ces connaissances? Comment on va la mettre en place? Et c'est pour ça et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle de plus en plus, et très plus logique, pouvoir et enrichir les réseaux qu'on a avec des gens pour pouvoir savoir si c'est vrai ou pas vrai les choses qu'on voit dans cet espace énorme des jeux qu'on a pour pouvoir faire les choses. D'ailleurs, vous avez pu outiller vos collaborateurs cette année justement avec une plateforme au niveau monde pour justement faciliter l'accès aux contenus digitaux notamment. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et est-ce que ça vous permet justement de mieux voir ou est-ce qu'il y a aussi un ROI peut-être? Oui, donc exactement, le Learning Management System, que c'est quelque chose que, bon, je tiens au cœur parce que je connais depuis quelques années. Et c'était au début presque de ma carrière professionnelle que j'ai eu l'opportunité de connaître des grandes entreprises qui ont fait énormément de changements dans les marchés de learning avec des outils comme celui-ci. Et pour moi, c'est aussi avoir un espace protégé dans les entreprises qu'on peut donner accès à cette connaissance, quel type de connaissances, filtrer les contenus, savoir qu'il y a des contenus qui est de qualité, comme j'ai dit avec la vision de learning, et qu'on puisse aussi la donner à accès à tous nos collaborateurs. Et bien sûr, avec l'aspect culturel, qu'elle soit traduite, qu'elle s'est traduite de façon assez spécifique, avec un langage qui convient à tout le monde. Et dans ma carrière professionnelle, j'ai vu même des pays qui parlent anglais, c'est pas les mêmes mots qu'il faut utiliser pour pouvoir transmettre la connaissance. Donc ça, c'est aussi dans les jeux d'avoir des outils qui sont puissants pour pouvoir créer un user experience, que c'est notre employee experience, et pouvoir leur donner accès à plus de contenu qui est déjà filtré et qualitatif pour qu'eux, ils sont les outils autonomes pour pouvoir se développer. Oui, donc c'est un juste milieu entre faciliter et en même temps laisser de l'autonomie et de la place pour que ça s'autoporte en quelque sorte. Et qu'aujourd'hui, on le fait tous les jours. Parce que quand on ne sait pas faire une quiche au thon, on peut aller sur les réseaux sociaux et on va savoir comment les faire. Et on a cette autonomie. Et j'aimerais arriver à créer ça avec les bons outils pour que les gens ils puissent savoir comment je donne du feedback. Comment je peux parler avec mon collaborateur qui ça va pas bien dans la performance, mais j'aimerais lui donner l'opportunité pour se développer. Donc, c'est des exemples qui sont assez concrets pour savoir comment un Learning Management System peut aussi aider à cette expérience. Et demain, comment tu vois la suite en matière de learning, de culture ou même de ton parcours? C'est compliqué parce que je pense qu'on est au milieu de la transformation aussi de nos métiers RH, mais nos métiers aussi learning. Et je pense que c'est disruptif pour moi, mais avec l'intelligence artificielle, le plus on est connecté à savoir les algorithmes, la façon de penser de l'intelligence artificielle, va nous aider aussi demain à pouvoir manager des collaborateurs, des êtres humains,
mais aussi des collaborateurs qui sont 100% digitaux, qui sont d'intelligence artificielle, qui sont là pour nous aider aussi à faire des choses. Donc pour moi, ça c'est les big picture de mon ressenti, de où est-ce qu'on doit commencer à se préparer, surtout en RH. Et je pense, et aussi par rapport à mon métier, il y a beaucoup de choses qui changent. Les générations aussi, les façons que les collaborateurs, ils s'attendent l'évolution des entreprises avec des propositions qui leur conviennent aussi pour cette évolution d'un monde qui est plein d'incertitudes. Je ne sais pas si j'ai répondu concrètement à cette question. Si, déjà tu nous aides à nous projeter sur comment t'imagines effectivement ton métier et justement, du coup, demain, chez Edenred, qu'est-ce que vous faites? Demain, on a beaucoup de choses à faire. Mais bien sûr, on va continuer avec les learning. On va continuer à déployer des outils qui se communiquent un avec les autres pour pouvoir donner la visibilité des career et path à tous ces collaborateurs. Mais aussi cet engagement et quelque chose que j'aime beaucoup et je l'ai écouté avec des collègues chez Edenred qui dit que les gens, ils font le choix de rester chez nous. C'est pas la rétention de dire s'il te plaît reste avec nous, c'est plutôt fais les choix de rester avec nous par rapport à toutes ces choses qu'on est en train de mettre en place. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour conclure? J'aimerais dire que pour moi c'est super important de développer des compétences humaines à toute l'échelle des générations qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise. J'aime beaucoup ce mot en français, que c'est être indulgent avec nous-mêmes, avec nos vulnérabilités, mais aussi avec les gens qui sont autour de nous. Parce que l'apprentissage, sans l'indulgence, elle peut pas passer. Et je pense qu'on doit développer beaucoup plus ça, et c'est la compassion en espagnol, et compassion en anglais, mais vraiment la développer parce qu'on est dans un monde d'incertitude, et si on se base dans les basiques de l'être humain, que c'est ça, on va pouvoir faire beaucoup plus d'ici à une quinzaine d'années quand on va être envahi avec les robots. Ouais, j'aime bien cette idée de se demander justement effectivement comment on peut soi-même construire ensemble une indulgence, une vulnérabilité pour être peut-être meilleur avec le robot aussi, oui. Qui lui justement sera peut-être un peu moins indulgent, effectivement. Merci beaucoup Amandine. Merci.